comme Oriane vous l'a dit tout à l'heure, la conférence n'était pas prévue exactement par rapport aux événements, mais dans le livre que j'ai fini il y a quelques mois, j'ai essayé d'expliquer que nous vivions une société occidentale, notamment, très particulière, puisque le fond de nos crises, j'explique, est une crise symbolique, celui d'une représentation de l'identité, de la vision du monde que nous possédons. Et il s'est installé depuis des décades, c'est pas un problème d'aujourd'hui, des terribles confusions qui nous ont amoindris par rapport à notre propre force morale pour exister par rapport aux valeurs auxquelles on croit. Je n'imaginais pas non plus parler une semaine après. Mais c'est une grande opportunité, puisque comme école de philosophie pratique, nous devons être en première ligne. Une fois l'émotion passée, qui est légitime, et le partage des sentiments qui est essentiel, je suis convaincu, et nous sommes convaincus, qu'il faut réfléchir, comprendre et agir. La philosophie le permet parce que c'est une démarche pour se reprendre moralement, intérieurement, et garder la tête froide quelque part, malgré que ça peut faire mal, malgré qu'on peut être en colère, malgré. Parce que c'est vrai qu'il faut raison garder. Et c'est pas simple. Le sujet d'aujourd'hui est le pouvoir des symboles. Toute crise est une opportunité de résilience, une opportunité de transformation. C'est une opportunité de sursaut, puisqu'elle met en question la réalité du monde tel que nous la vivons. Elle met en question la réalité de chacun de nous et nous interpelle profondément. Il n'est pas mauvais de vivre une crise. Ce qui est mauvais, c'est de la rejeter ou de la nier ou de la passer aux oubliettes, parce que là, on peut rien faire. J'espère de tout cœur qu'on puisse maintenant comprendre que les véritables crises que nous traversons ne sont pas simplement financières, économiques, sociales ou politiques. Elles sont fondamentalement existentielles dans nos sociétés. Elles sont existentielles parce que nous nous posons la question aujourd'hui du savoir-vivre et du vivre ensemble. C'est-à-dire, c'est la grande question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et ça, c'est l'existence. Point de vue philosophique, c'est l'existence. Donc, c'est pour moi une crise symbolique, une crise d'identité profonde, et il faut profiter pour se poser les bonnes questions. La dimension symbolique ou le symbolique n'est pas un simple objet ou une fantaisie. C'est une dimension de la conscience humaine. Et je crois que nous oublions très souvent, parce que on n'éduque plus, parce qu'on l'enseigne plus, même si à la fac, je l'enseignais pendant des décades, même si des publications très savantes l'ont bien expliqué, mais au niveau populaire, pas populiste, hein, général, collective, on a éradiqué l'explication de ce qu'est le symbole, de ce qui peut être ses dimensions, ce qui est le sacré. Tout ça, au nom de beaucoup de tabous et beaucoup de préjugés, a été laissé pour compte. Ce n'est pas aujourd'hui le jour de s'expliquer comment est arrivé là, ni pourquoi. L'essentiel, c'est de comprendre que l'humanisation de l'espèce a commencé d'abord par la pensée symbolique. D'abord, on a symbolisé. Ensuite, on a appris à raisonner.
C'est de même pour un enfant lorsqu'il naît. Quand on était tous bébés, on pensait pas tout de suite. On conceptualisait pas tout de suite et on définissait pas tout de suite. Mais il y avait des gestes, il y avait des rituels, il y avait des images qui se sont inscrits dans la profondeur de nos âmes et consciences avant même qu'on réfléchisse. Et ce patrimoine imaginaire qui est inscrit dans l'espèce depuis les débuts de son humanisation, ainsi qu'en chaque individu qui naît à chaque instant, est très important parce qu'il faut apprendre à le gérer comme nous essayons de gérer nos émotions, comme nous essayons de gérer nos réflexions. Et je dis bien pensée symbolique. Parce que la pensée symbolique est logique. Quand on a une pensée, c'est qu'on peut la comprendre. D'accord? Donc on a une pensée conceptuelle que nous connaissons, qui est basée sur une logique d'exclusion. Puisque pour définir quelque chose, nous devons dire que A n'est pas B et que B n'est pas A. Okay? Mais nous connaissons cette logique, nous l'utilisons tout le temps, nous avons appris à parler grâce à elle, nous avons appris à compter grâce à elle, et l'école en général l'utilise beaucoup. Et c'est bien. Mais ce qu'on a oublié depuis des décades, c'est intégrer une autre logique, qui est la logique d'intégration des contraires, qui n'est possible grâce au symbole, qui utilise une autre logique, qui est la logique de inclusion. Noir et blanc, jour et nuit, chaud et froid, homme et femme. J'essaie de vous le résumer, tout simplement. Parce que symbole, en grec, veut dire lien, relier, unir. En latin, transmettre. Et en fait, les symboles, normalement, sont des éléments capables de relier énormément de monde à partir d'une seule image, d'un seul geste. Donc c'est très puissant, très puissant. Et comme c'est très puissant, comme l'est aussi la pensée, il faut apprendre à s'en servir pour ne pas tomber dans leur travers. La pensée peut tomber, la pensée conceptuelle peut tomber dans des travers intellectuels, dans des travers de réductionnisme pour devenir idéologie plate, étroite et dogmatique. Le symbolique peut devenir fantaisie, peut aussi engendrer du fanatisme. Rien n'est blanc et rien n'est noir. Je suis pas en train de défendre l'un contre l'autre. J'essaie simplement de vous expliquer que nous sommes tous construits quelque part avec un programme, entre guillemets, un système de pensée logique et rationnel et un autre qui est symbolique. Et que cet aspect-là, c'est lui qui permet de penser une image, c'est lui qui permet de faire des liens par analogie, par similitude, par convergence, c'est lui qui permet d'imaginer, de créer, de se voir autre, ce qui est pas rien. Celui-ci, nos écoles, ne l'emploient pas, presque. Et notre société non plus. Il l'utilise comme valeur marchande grâce aux super films comme les sagas de Tolkien ou autres que j'aime. Au Star Wars qui était plus de ma génération, où on a su utiliser les éléments du symbolique. Mais pour aider quelqu'un à se régénérer, pour aider quelqu'un à se voir autre, ça, nous sommes orphelins et en carence totale.
Et ceci est un véritable défi. Mais la dimension symbolique est toujours cachée dans nos consciences et aussi dans notre inconscient. J'ai jamais entendu parler autant en France depuis une semaine du mot symbole. Jamais. Ça fait 40 ans que j'enseigne la question. Dans beaucoup de lieux différents. Jamais j'ai eu autant de mots, symboles qui résonnent. Par écrit, en oral, partout. C'est-à-dire, en clair, que cette dimension n'est pas morte, que cette dimension est très agissante. Dans un sens ou dans l'autre. Je dis bien, dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut être clair, comprendre. Un symbole ne peut pas être combattu avec une parole conceptuelle. Ça va au-delà des mots, le symbole. Donc, on ne peut pas convaincre intellectuellement quelqu'un de voir autre chose que sa vision symbolique. Un symbole ne peut se combattre ou se remplacer que par un autre symbole. Un mythe ne peut pas être délogé que par un autre mythe. Si la Révolution n'aurait simplement fait que couper la tête du roi et proclamer simplement un nouveau système politique, elle aurait été balayée. Mais elle a érigé une symbolique. Elle a créé de toutes pièces l'image de la République en s'inspirant d'une vieille déesse, Athéna. Et d'un coup, elle a fait renaître un modèle, un archétype du passé sur une forme nouvelle. Et d'un coup, cette dame, avec sa lance, tout ça, avec quelques attributs supplémentaires, hop, nous revient de la Grèce antique et d'un coup, on se trouve devant la République. Et la statue de la République, ce dimanche, était-elle un objet? Elle était-elle quelques tonnes de bronze avec les visages d'une femme, un truc comme ça, coiffé d'un sort de bonnet? Ou c'était autre chose? Manifestement, c'était autre chose. C'était pas un objet. C'était un symbole. Quand un objet ou une personne devient un symbole? Quand l'objet, le groupe, la personne ne remplit plus sa fonction matérielle, technique, immédiate. Mais quand elle apporte une dimension autre, quand elle donne une transcendance et une force autre que l'objet matériel et la forme qu'on voit. Et c'est ce qu'ont vu des millions de personnes. Et d'un coup, ni la nation, ni la République furent simplement des objets ou des choses ringardes. D'un coup, c'est devenu tout à fait actuel. C'est encourageant. Je le dis pour que ce soit clair. Instinctivement, parce qu'il n'y a pas eu de cours, je n'ai donné aucun cours à ces millions de personnes. Et je suis ravi. Je suis ravi parce qu'ils ont fonctionné comme des êtres humains, en pleine possession de leur dimension symbolique. Sans avoir fait des thèses, sans faire des doctorats, sans rien. Parce que c'est quelque chose qui est dans la dimension de la conscience humaine. Point. Qu'on n'a pas besoin de vendre, ni de louer, ni rien. Nous avons tous ces dimensions. Il faut qu'on puisse se l'approprier mieux. C'est pareil pour le chant de la Marseillaise, qui était centaines de fois évoqué, mais sans que personne le lance vraiment. Parce que ce chant amène à l'origine d'une identité et relie les gens au-delà des bords. Et d'un coup, il ritualise l'action qui est menée. Et nous sommes donc en pleine dimension symbolique. La manifestation en elle-même devient une cérémonie.
Oui, il n'y a pas eu de haine, il n'y a pas eu de colère, il n'y a pas eu de critiques, il y a eu du partage. C'était bien une cérémonie citoyenne. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le sacré n'est pas une religion. Et ça, c'est une chose qu'aujourd'hui, je voudrais clarifier encore une fois. Depuis des décades, j'essaie d'expliquer ça. Le symbolique fait partie des fonctions du sacré. La religion peut faire vivre le sacré, c'est pas un problème. Mais le sacré indique, du point de vue anthropologique et philosophique, c'est qu'une personne, un groupe humain, considère comme inviolable quelque chose qu'il faut pas toucher, quelque chose qu'il faut pas souiller, quelque chose sur lequel il n'y a pas de transgression possible. Si quelque chose qui est considéré sacré, peu importe quoi en réalité, subit une transgression, ceci est vécu comme une violence et comme un viol. Voilà, j'essaie de vous expliquer du point de vue anthropologique. Et en réalité, s'il y a une guerre symbolique, c'est en essayant de transgresser ce qui est considéré sacré par un groupe humain ou par des individus à travers un geste de violence que le combat se produit, aura des pâquerettes, malheureusement, mais même si les effets sont hyper cruels et sacrificiels. Parce qu'en face, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit aussi un geste symbolique, mais brutal. Un sacrifice, des sacrifices humains. Brutal, efficace aussi. Et c'est la contrepartie obscure de la même dimension symbolique. C'est pour ça que aucune réponse intellectuelle, disons raisonnable, pourra convaincre de se détourner de cette logique, mais de la détermination, de la force et d'autres symboles et d'autres manifestations symboliques. Je sais que c'est dur ce que je dis, et je suis conscient de ce que je dis. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils fonctionnent les sociétés humaines. Aujourd'hui, hier, demain, il faut qu'on comprenne comment on est constitué, l'ange et la bête que nous avons. Nous sommes les deux. Il faut pas l'oublier. Que personne pense qu'il est le bon et l'autre le mauvais. Parce qu'alors là, on est mal parti, vraiment mal parti. Vraiment mal parti. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Pas comme ça. Ça serait très facile. Vraiment très facile. C'est-à-dire, bon, l'un est du bon côté, l'autre du mauvais côté. À voir et à suivre. L'acte sacrificiel, la terreur, n'est pas nouvelle. Quand j'étais jeune, la terreur n'était pas religieuse. Mais elle existait. La bande Abadère a existé, l'armée rouge a existé, des groupes de nazis ont existé. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. La terreur était politique. Était aux extrêmes, mais politique. Donc, on dirait que à chaque époque, il y a sa terreur. Voilà ce que je voulais simplement rappeler pour qu'on ne dise pas comment est-il possible. Si, rappelle-toi, il y a eu tel attentat, il y a eu telle mort, il y a eu ceci, au nom d'autre chose. L'autre chose de l'époque représentait une contre-culture par rapport à la culture du moment.
une sorte d'alternative bizarre, étrange, qui s'est considérée opprimée, gauche ou droite, pareil, je vous le dis tout de suite, non comprise, et qui avait justifié la violence, justement parce qu'on lui donnait pas l'opportunité de s'exprimer. Ça, c'est la justification des faibles. Mais c'est une justification permanente. Permanente. Mais c'est un sophisme du point de vue philosophique, je vous le dis tout de suite. Parce que quand on n'est pas en dictature, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, la terreur vient sur d'autres modèles. D'accord? Et on va utiliser les religieux pour ça. Pourquoi les religieux? Mais parce que le monde politique s'effondrait. On dit les choses comme ils sont. Les militantismes par rapport à un projet politique est relativement bas. Et à mon époque, on collait nous-mêmes nos affiches, on tractait. Aujourd'hui, il y a des entreprises. Donc, comme le politique est tombé dans des modèles de consommation, ne propose aucune aventure et aucune nouveauté, il est clair qu'il s'est auto-effacé de lui-même. Un commentateur a dit quelque chose que je trouvais extraordinaire. Une nation a réussi, c'est que le monde politique n'a pas fait. Par rapport aux dernières manifs, etc. Et c'est vrai. C'est vrai. Faut pas se leurrer. Et quel citoyen attend de l'institution quelque chose exactement? Quoi? Donc, le curseur a changé. Parce que les gens cherchent toujours un espoir, quelque chose à croire, quelque chose à construire de beau. Les gens cherchent un idéal. Il ne faut pas croire que les gens ne sont pas généreux, qu'ils ne veulent pas se battre pour quelque chose, etc. Mais il faut leur donner quelque chose. Et la contre-culture actuelle a très bien compris. Ils utilisent des moyens d'Hollywood pour recruter, toute la bonne panoplie, sont avisés, intelligents, brutaux. Mais ils ne sont pas des idiots. Surtout pas. Il ne faut pas imaginer que c'est un détraqué, un irrationnel. C'est faux. Ils pensent. Ils connaissent. Nous n'avons pas face à nous des gens ignorants simplement, qui petite tête, tout ça. C'est pas vrai. S'il vous plaît. Alors je vais vous expliquer un tout petit peu la question de la terreur, parce que c'est important. C'est important. Je me suis écrit un petit papier pour pas être trop long. Mais oui, parce que j'ai fait plein de fiches et à la fin, je crois que je donnerai 2. La terreur, son objectif, c'est d'installer la peur vers quelque chose qu'on ne peut pas prédire, ni voir venir. C'est installer une menace qu'on peut pas situer. Le pire qui peut arriver à quelqu'un, c'est de sentir qu'il y a quelque chose, mais il sait pas où c'est, ni qui c'est, ni où, ni quand. C'est la terreur. Peu importe les moyens, au nom de quoi, mais l'objectif est là. Le fait de ne pas savoir où, l'espace, ni quand, le temps, brouille les références des gens. Tout devient opaque. Tout est suspect. J'ai beaucoup écouté les gens de l'hypercachère, les gens qui étaient autour de tous les voisinages, etc. Et leurs déclarations étaient au rapport à ce que je suis en train de vous expliquer. Je les blâme pas, je vous explique. Simplement, au contraire, je souffre pour eux. Tout devient suspect et c'est ce qu'on veut. Quand tout est suspect,
quand on ne sait pas exactement à qui faire confiance, où est-ce qu'on peut aller vraiment, où est-ce qu'on peut pas y aller vraiment, les réflexes des protections sont trop importantes. On se fige, on se tétanise, on se désarme moralement. La terreur a comme objectif le désarmement moral d'une population ou d'une personne. Et le désarmement moral est une arme terrible. Parce que c'est pas logique, je sais pas si vous comprenez. On peut dire à la personne, mais non, tu n'as pas à craindre, n'aie pas peur. Oui, mais la trouille, vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc il faut de l'accompagnement, et pas simplement des paroles. Il faut des gestes, il faut des dialogues. Il y a toute une panoplie d'actions à mettre en place pour que les gens ne se désarment pas. Et mais comme on n'a pas enseigné aux citoyens à être armés moralement à titre individuel, comme ils n'ont pas une idée claire de quoi faire dans un cas d'urgence ou de catastrophe, ils sont désarmés. Comme en même temps, on les a pas éduqués, on les a pas donné une culture de la vigilance tranquille. Ça crée beaucoup de perturbations, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Et ça, c'est leur objectif. Parce que la terreur est une arme, soit d'une petite minorité, ce qui est le cas dans ce cas-là, mais aussi de tous les systèmes totalitaires. Pour tenir la population. Parce qu'on ne tient pas une population collectivement que par les armes ou des barbelés. Non, 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 non. On les tient par la terreur. Quand les individus perdent peur, personne ne peut les arrêter. Regardez bien ce qui s'est passé avec l'effondrement de l'Union soviétique. Quand ils ont eu plus peur, et partout, c'était fini. C'est fini. Donc, je vous explique ça pour qu'on comprenne l'un et l'autre. La peur va provoquer que les individus vont s'installer dans un imaginaire de confusion. Donc, penser, réfléchir, voir avec clarté, être calme. L'imaginaire de confusion est un des trois formes d'imaginaire que nous avons tous. Je vais faire un court 2 secondes. Un grand anthropologue français, décédé il y a un an, Gilbert Durand, a précisé les structures anthropologiques de l'imaginaire. Il a très bien expliqué que nous fonctionnons tous dans nos champs d'image, dans notre imaginaire, 3 manières de traiter la question. 3 manières. Solaire, coupante, oui ou non, vrai ou faux, ascensionnel, très occidental, très compétitif. Vous voyez ce que je vais vous expliquer? Nocturne, temps qui se prolonge, temps élastique, confusion entre ce qu'on voit et ce qu'on voit pas, régénération, végétante, végétative, mais aussi confusion, chaos, euphémisation, déni des réalités. Nous sommes installés dans cet imaginaire nocturne, dans notre société, depuis déjà au moins, je suis gentil, 2 décades. Nous sommes installés dans le déni des réalités. On ne veut pas voir ce qui nous dérange. Ça s'appelle imaginaire nocturne, et c'est la brèche, le terrain féconde pour que la terreur puisse passer rapidement.
Il y a l'imaginaire de synthèse, de l'union des contraires, qui relie, comme je l'ai expliqué, le noir et le blanc, etc., etc. Donc il faut qu'on mette le curseur un peu autrement. Mais en provoquant une altération de l'imaginaire nocturne, en grandissant ce sentiment de chaos, de dissolution, et c'est lui en même temps de l'euphémisation. Oui, mais je vais vous dire, j'ai beaucoup de fois des gens qui étaient déprimés, on leur disait, tu es déprimé? Non, pas du tout. Tu as un problème? Non. Bien, ok. Pour qu'on se comprenne. Bon, ce qui était très intéressant avec ce qui s'est passé la semaine dernière, même si le coup était terrible, c'est que beaucoup de gens ont accepté de plus nier la réalité. Donc, de se solariser un peu, je sais pas, prendre un peu de lumière, et je pense que ça c'est très utile. Je sais que sortir d'une ignorance, comme disait Socrate, est douloureux. Parce que quand on voit la vérité, et que cette vérité n'est pas exactement ce que croyaient nous, qui était la vérité, on est toujours un peu blessé avec notre ego. Mais bon, mieux vaut une petite blessure d'ego et voir les choses comme ils sont. Et de se dire, je suis content parce que j'ai accédé à une vérité un peu plus claire et un peu plus profonde. Parce qu'il faut sortir de l'ignorance, et il faut pas rester dans une ignorance et qui en réalité ne nous protège pas. L'ignorance n'a jamais protégé personne. Au contraire, il faut sortir d'elle, il faut quitter cette ignorance. Même si ceci nous remet en question, même si ceci nous oblige à faire tomber des idées qu'on avait, des sentiments, peu importe. Mais ça va de notre propre identité, de notre propre équilibre. C'est essentiel. C'est essentiel. Donc je pensais qu'il nous faut plus de conviction, plus d'attention volontaire, d'être plus attentif à ce qui arrive. Pas suspicieux, attentif. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Plus concentré, plus calme. En sachant donc que si on peut vaincre le déni des réalités, nous pourrons être moins indifférents à autrui, à ce qui arrive, et par conséquent, on pourrait devenir plus fraternel et plus solidaire. Parce que l'individualisme exacerbé nous a coupés de l'autre. On a cru, et je pense qu'encore il y en a plein de gens qui croient ça, qu'on peut se sauver tout seul. C'est pas le bon plan. Non, c'est pas le bon plan. Je vais vous dire, déjà philosophiquement, c'est pas le bon plan. Pour que je puisse avoir conscience de moi-même, il me faut un autre. Parce que s'il n'y a pas l'autre, je sais pas qu'il n'y a pas que moi. Je peux pas me distinguer. Donc il faut vous pour que moi, je sois moi. Donc essayer de sauver tout seul, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autre. Et dans ces cas-là, l'unique chose que nous allons obtenir, et beaucoup l'ont obtenu malheureusement, c'est une perte de conscience de soi. Ce qui crée énormément de maladies somatiques et psychologiques. Parce que la perte du lien avec soi est une des causes les plus graves qui peuvent arriver à un être humain par rapport à son propre équilibre. Donc, je déconseille la stratégie. Je profite pour faire une publicité. Oui. C'est indispensable. Bon, vous prendrez ce que vous voulez, mais je vous dis ce que je pense.
Comment pouvons-nous accueillir l'autre si nous ne savons plus ce que nous sommes? Ce dont nous avons hérité, on l'ignore. Et qu'est-ce qu'elles doivent recevoir les futures générations? Qu'est-ce qu'il faut transmettre? Le temps est de poser la question, qu'est-ce qu'il faut transmettre? Et bon, on a eu quelques réponses. On a eu quelques réponses qui étaient spontanées, avec des gestes simples. Mais maintenant, il faut les transformer. Donc, j'espère que vous avez compris que tout ça était un jeu symbolique et que nous sommes en train de vivre une guerre. Oui, la France est en guerre, mais une guerre symbolique. Moi, je n'aime pas la guerre simplement des Kalachnikov, parce que je sais qu'on ne peut pas vaincre avec des armes, simplement. Un vrai combat se gagne avec des idées, avec des valeurs, avec des sentiments. On ne peut pas vaincre qu'avec des armes. Donc, oui, il faut des moyens, oui, bien sûr. Il faut que chaque citoyen soit armé, symboliquement et moralement, et qui se sent proche d'une identité profonde, réelle, importante. Et qu'il sache qu'il n'est pas seul. Oui, c'est important. Le désengagement des pratiques symboliques dans notre société, comme celle des rites de la démocratie, je suis en train de lire le quart de couverture de mon livre. C'est pour ça que je trouve que c'est amusant. Enfin, j'ai écrit « Le désengagement des pratiques symboliques, comme celle des rites de la démocratie, démobilise l'élan collectif qui cherche alors d'autres voies d'expression, telles le communautarisme, les phénomènes des bandes, la tribalisation, le repli identitaire, le fanatisme religieux. » Donc, ne nous posons pas la question pourquoi ceci nous est arrivé. Sachant que tous nous avons une part de responsabilité dans ce qui arrive. C'est très facile de trouver un coupable, de dire c'est la faute à lui. Oui, oui. Et matériellement, c'est un tel qui a fait ça. Mais qu'est-ce qu'il a permis? Et oui, c'est le désengagement vis-à-vis de tout cela. Et il y a un espoir vis-à-vis du réengagement que l'on a senti frémir ce week-end. Et donc, et je me lis, malgré la sécularisation de nos sociétés contemporaines, le fond archaïque symbolique de l'être humain n'a pas disparu. Ces traces de ce sentiment se retrouvent aujourd'hui camouflées dans nos pratiques quotidiennes. Le symbolique, ni les sacrés, sont une religion, puisque cette dimension existe depuis que l'homme existe. Je ne vais pas être long là-dessus, je ne peux pas vous développer. La République laïque a aussi ses symboles, a aussi son sacré. Parce que certains me disaient, mais bon, comment on fait pour développer le symbolique dans le cadre de la laïcité? Je dis, mais vous n'avez qu'à regarder Paris, vous allez voir, et des choses intéressantes. Tous les statuts de l'Ancien Régime regardent à l'Est. Tous les statuts de la République ou de la Révolution regardent à l'Ouest. C'est amusant. C'est-à-dire qu'il y a un plan symbolique. On peut être d'accord, pas d'accord sur aucune importance. Quand on va faire du palais Bourbon, qui était un palais Bourbon pour la royauté, on va créer dedans une architecture pour l'Assemblée. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dedans? Mais on va prendre un plan d'un théâtre grec. Oui. Le fameux amphi d'Assemblée, c'est un théâtre grec. On va installer devant la scène
un perchoir qui est aussi haut que les gradins le plus haut de l'Assemblée. Pour que le président de l'Assemblée soit pas plus haut ni plus bas que les autres. Donc, il y a une intention symbolique claire. Et il y a, et je l'ai décrit dans mon livre, un certain nombre de rituels invraisemblables pour l'entrée du président du Parlement, avec des gardes républicains, avec des codes bien clairs, etc. Je vous fais grâce. Mais c'est simplement pour vous expliquer qu'il y a une sacralité dans tous les systèmes sociaux, parce que le pouvoir symbolique est une des clés du pouvoir politique. Un président s'est voulu normal, c'est-à-dire non symbolique. Je pense que vous le connaissez. Et maintenant, il est devenu président. C'est-à-dire, il a dû devenir symbolique et faire des gestes symboliques. Parce que sinon, ça marche pas. Même en République. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Donc, le sacré est une dimension constituante de toute société humaine. C'est à nous de décider quelque part quelle sacralité nous pouvons assumer par rapport à d'autres types de sacralité. Soyons clairs. Qu'est-ce que nous considérons inviolable? Qu'est-ce qu'il ne faut pas transgresser ni violer? C'est là où il y a la bonne réflexion pour qu'on puisse intégrer, pas simplement dans un discours, mais dans une attitude, une posture symbolique, les gestes nécessaires. Ainsi, les symboles deviennent des rituels, comme le défilé du 14 juillet, qui est un rituel républicain où c'est l'armée qui défile. Et personne n'imagine, n'est-ce pas, en France, j'espère, que le défilé du 14 juillet est militariste. Voilà. Simplement pour expliquer. Tous les systèmes, toute collectivité passe par cette dimension. Faire le déni de cela, c'est faire le déni de comment est constitué l'être humain et la société. Donc, il faut apprendre comment ça fonctionne plutôt que laisser à quelques initiés le monopole de la connaissance. Parce que si on veut pas être manipulé par le sacré, par le symbolique, etc., mais il faut s'approprier les règles. Comme si on veut pas être manipulé par un sophiste, il faut s'approprier les règles philosophiques du dialogue et du jugement. Parce que c'est lui qui connaît pas les règles et qui sait pas comment les pratiquer. Bon, mais il va se soumettre même sans le savoir. C'est aussi simple que ça. Les symboles, dans sa polyvalence, lit l'homme dans le temps et l'espace, fait revivre chez tous le sens du sacré, donc on aurait donc tort de sous-estimer l'importance encore aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant qu'il y aura des hommes et des femmes et des sociétés humaines, cette question sera toujours là, bien posée. Le problème que nous avons est grave, c'est mon dernier point, c'est l'amoindrissement de la capacité imaginative. On lit moins. Soyez tranquille, je ne vais pas demander quoi que ce soit. L'acte de lecture est extraordinaire pour développer l'imagination et la dimension symbolique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on lit, on est seul, avec le bouquin, enfin, en théorie. Ou avec son gosse, peu importe. Mais il faut se représenter ce qu'on lit. Vous voyez?
il faut que la stimulation de l'auteur du texte nous aide à aller dans des dimensions autres. Et le fait de partir dans une dimension autre, c'est du sacré. Parce que nous, anthropologues, on définit le sacré par le tout autre. Ce qui nous change de ce qui est permanent, répétitif, mécanique, toujours pareil, toujours pareil. Pourquoi pensez-vous que la Genèse cherche autre chose? Elle cherche autre chose parce qu'elle cherche une autre dimension d'existence. Et c'est légitime qu'il les cherche. Et c'est important que la société lui propose des ailleurs autres. Pas des ailleurs qui sont des ombres, mais des ailleurs de lumière, d'espérance, de construction. Donc, il faut bien comprendre l'importance de cette lecture. Nous avons déserté un peu la lecture, on veut que de l'audiovisuel, tout expliquer et tout imaginer pour nous. Alors c'est bien, ça nous donne des matériaux, ça nous donne des images que nous n'avons pas forgées et que nous ne savons plus retraiter. Parce que quand on compte une histoire sans aucune image, dans un coin du feu, dans une nuit sereine, peu importe, c'est une autre ambiance, c'est autre chose. Et on a rétréci la puissance imaginative des citoyens. Donc, ils pensent à peu près tous pareil, ils induisent tous à peu près la même chose, et si quelqu'un décide de dire autre chose, il est étrange. Comme il est étrange, la séparativité s'installe. Et ceci est une des conséquences du rétrécissement de l'imaginaire. Donc il faut réenchanter les imaginaires. Ça, c'est une mesure que je préconise pour cette année. Il faut réenchanter les imaginaires. Il faut donner plus de matériaux pour que les gens puissent se rapproprier des éléments eux-mêmes pour s'enrichir. Pour s'enrichir, tout simplement. Au niveau de l'éducation nationale, j'entends très peu de choses là-dessus. Ce serait pas difficile. Ça n'exige pas beaucoup de moyens. Parce qu'il faut raconter des histoires. Simplement. Ou les mettre en scène. Oui, oui. Parce que pourquoi ne pas mettre en scène ces images, ces contes, ces mythes, à l'école? Parce que la mise en scène, la théâtralisation, permet l'expression des sentiments, permet l'instauration des règles, permet l'expression de chacun. Ça coûte cher, ça? Je crois pas. On n'a pas besoin de grands budgets pour ça. On peut faire des décors de rien du tout, surtout si on travaille avec des jeunes. On n'est pas la Comédie Française, n'est-ce pas? J'essaye de vous donner d'autres pistes simplement, sans nier les bonnes pistes administratives ou autres qu'il faut. Mais ces pistes sont techniques. Il nous faut des pistes qui enrichissent l'âme du pays, l'âme des citoyens. C'est pour cela que l'amoindrissement de la capacité imaginative rend l'homme mécanique, incapable de se régénérer et ressourcer lui-même. Donc il a besoin de se ressourcer dans la boisson, dans une drogue, dans autre chose, dans un spectacle. Donc, je perds mon moteur, ma capacité de auto-ressourcement. Donc, je suis plus autonome. Tout le monde parle de liberté, bravo! Oui, mais la liberté est possible si vous avez une autonomie de régénération, d'auto-ressourcement. Sinon, de quelle liberté on parle? Est-ce qu'on est libre de voyager à l'intérieur de nous-mêmes? Est-ce que nous avons réussi à détruire les entraves qui nous empêchent de voyager à l'intérieur de nous-mêmes? C'est une question qu'il faut se poser chacun. C'est important. C'est vraiment important. La circulation des biens et des personnes est importante, bien sûr.
mais il peut nous rendre aussi prisonniers sans nous rendre compte. Et ça s'appelle la société de consommation. Donc, n'imaginez pas que les choses sont aussi simples. Et je ne nie pas la nécessité de que tout le monde se balade où il veut. C'est pas ça mon problème. Je vous le dis tout de suite. Allez-y où vous voulez. Mais en conscience. Conscience. Parce que sinon, on devient dépendant en permanence des stimuli extérieurs. De temps à autre, on a besoin de coups de pouce, d'accord. Mais est-ce qu'il faut tout le temps réagir ou il faut plutôt agir? On a eu un stimuli extérieur très puissant avec les carnages, ok? Bon, faut-il d'autres, vraiment? Ou est-ce qu'on peut développer une stimulation en soi-même? Cette perte d'identité conduit l'homme à s'identifier à des entités primaires. Oui, primaires, très simplistes, qui stimulent davantage ses pulsions que la réflexion. Et ceci nous amène immédiatement au groupe terroriste. Parce que ne pensez pas que les exécutants sont en pleine régénération de leur imaginaire. Non, le système est répétitif et on répète toujours la même chose jusqu'à ce qu'on se déshumanise et l'autre ne signifie plus rien. Ça, c'est du rétrécissement de l'imaginaire. C'est pas nouveau. Pour conclure, je voulais simplement vous lire une question qui était posée à Joseph Campbell. Joseph Campbell est bon, il est décédé depuis longtemps. C'est un Américain qui était un extraordinaire prof des religions comparées, des symbolismes, des mythes, etc. Il a fait énormément d'ouvrages, il est devenu un grand spécialiste qui a influencé beaucoup la rédaction de Star Wars, du livret. C'est pour ça que dans mon livre, je développe les clés de Star Wars, simplement pour expliquer que quand un film, une saga fonctionne, c'est parce qu'elle travaille avec des mythes, des symboles et des modèles éternels. À la sauce du laser, mais les mécanismes qui font que ça marche sont éternels. Comme les mécanismes qui font pas marcher sont éternels. Bon, mais on pose la question à Campbell. Parce que il demande à un journaliste, il dit, lorsqu'une société n'élabore plus des mythologies puissantes et structurantes, nous sommes aux États-Unis aux années 80. Ça, je vous dis, toute cette histoire, nous la connaissons depuis longtemps. Les journalistes lui demandent comment on fait? Comment on fait pour créer des nouveaux mythes? Comment on fait la jeunesse? Pour se faire des mythes, pour trouver des symboles, etc. Et Campbell dit, vous n'avez qu'à lire les journaux et vous verrez qu'il parle des actions répréhensibles et violentes accomplies par les jeunes qui ignorent comment se comporter dans une société civilisée. En réalité, dit Campbell, la société ne leur a pas apporté les rites qui leur permettraient de devenir membres de la communauté à part entière. Tous les enfants ont besoin d'une seconde naissance. Il leur faut apprendre à se comporter de façon rationnelle dans le monde actuel en abandonnant leur enfance derrière eux. Où les gosses prennent-ils leurs mythes maintenant? Ils les créent eux-mêmes. D'où tous ces graffitis que nous voyons sur le mur de la ville. Ces gosses forment leur propre tribu, avec leur rite initiatique, leur moralité. Seulement, ils sont dangereux, car leurs lois ne sont pas les nôtres. Ils n'ont pas été
socialement initiés. Campbell n'est pas en train de stigmatiser les jeunes, c'est de bien comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit que si on ne donne pas des éléments, les gens vont les créer, et ils vont créer sur des structures très primaires, très simples, très simplistes, qui vont plutôt vers la tribalisation. Et si aujourd'hui vous ajoutez une religion qu'ils connaissent même pas exactement, mais qui leur donne l'idée des transcendances, la mythologisation est fabuleuse. Et les problèmes, c'est qu'ils furent initiés adultes avec des lois qui sont pas celles de la République. Et ça, il faut le comprendre. Et il faut l'assumer. Il faut trouver des solutions. Il ne s'agit pas de les tuer, il ne s'agit pas de les mettre en prison, il ne s'agit pas de les stigmatiser. Mais il faut bien comprendre que, contrairement à ce qu'on pense, les phénomènes des bandes, tous ces éléments-là, même des voyeurismes, gangstérisme, etc., sont des éléments qui structurent socialement des personnes, avec des codes moraux qui sont les leurs. Et ça, c'est une réalité. Ils ont d'autres symboles et une autre mythologie. Et c'est pour ça que c'est normal pour eux de dire « Non, je suis pas Charlie. C'est pour les bourgeois. C'est pour les gens de la ville. » C'est compréhensible. Je voudrais clarifier ça. Faut pas être choqué. Il y a une dizaine d'années, j'ai vu un reportage très intéressant, enfin frappant, parce qu'il y avait deux voitures de police qui apparemment suivaient quelqu'un dans une banlieue alpha. Et bon, ils furent jetés, caillassés, jetés des pierres. Alors, le journaliste a trouvé un des chefs des gangs, des bandes, et il a posé la question. Pourquoi vous avez fait ça? Et le garçon, jeune, lui dit, mais c'est normal. C'est notre territoire. Et ils nous ont pas demandé la permission. On n'a pas négocié le passage. Donc, ils ont violé notre frontière. Donc, on se défend. Voilà la logique. Rien de méchant, finalement. Mais, symboliquement, pour beaucoup parmi eux, ils sont dans leur territoire. Donc, il faut comprendre qu'il faut reconquérir des territoires à l'intérieur du pays. Au lieu de se lancer dans des conquêtes extérieures, il faut se lancer dans des conquêtes intérieures. Et ceci ne pourra pas se faire qu'avec des moyens de violence ou de répression. C'est impossible. Ça ne pourra qu'alimenter plus. Bon, voilà, c'est un panorama adapté. La conférence que je voulais donner au départ n'était pas exactement celle-ci, vous avez compris. Mais je pensais qu'il fallait l'adapter aux circonstances que nous vivons, et ça m'a davantage motivé. Je vous remercie. Merci, bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il une symbolique familiale? Oui. A-t-elle évolué et comment se présente-t-elle? Ah, c'est un grand chapitre, cette histoire. Et d'abord, il y a eu une symbolique collective. Je m'explique. La famille telle que nous l'entendons aujourd'hui est très récente. Papa, maman, enfant, pour qu'on se comprenne. Et la famille matricielle, si j'ose dire, c'est plusieurs générations ensemble, qui cohabitent dans le même endroit. Avec passage de générations dans le même endroit, au moins de 3 générations. Et pas simplement les grands-parents, les parents et les enfants, mais les oncles, les cousins, etc. C'est-à-dire, ça fait une structure beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Et avec la bourgeoisie, au 19e,
les familles ont commencé à se rétrécir. Pas immédiatement trop, mais ils ont commencé à se rétrécir. Aujourd'hui, nous arrivons à avoir des familles monoparentales. Enfin, et donc c'est différent. C'est différent. Ce qui est clair, parce qu'il faut faire court aujourd'hui, mais je pourrais développer, c'est que on a besoin de plus de monde et pas de moins de monde. C'est pas une question simplement homme-femme. Je voudrais sortir de la question du genre. Je pense qu'il faut plus de générations qui interagissent et plus de monde qui interagissent. Parce que les sociétés se sont cohésionnées par le voisinage, par les échanges, parce que je te prête ceci, parce que je te parle, etc. Plus de monde. Nous avons détricoté le tissu. Et donc aujourd'hui, la fonction sociale est trop cocooning, trop protectrice. Et donc, paradoxalement, ça donne moins de richesse, d'échanges et aussi des risques et d'aventures. Donc il y a des changements. Oui. Donc, si on veut résumer. Et il faut réensemencer les liens. Les liens. Ça fait beaucoup de mal, toutes ces fractures. Et ça fait beaucoup de mal. Je dis pas que les gens le font exprès. Oui, bonsoir, j'avais deux questions. Une question un peu effectivement sur l'histoire de Charlie Hebdo. Est-ce que vous pensez que les dessins de Charb qui représentent le prophète Mahomet dans des situations pas toujours à son avantage, notamment c'est dur d'être aimé par des cons notamment, et ce qui est dit, est-ce que vous pensez que c'est des symboles? Entre parenthèses, avant de venir ici, j'écoutais l'émission Mauvais Genre où il y avait une espèce de panégyrique de l'équipe de Charlie Hebdo qui était fait. Et effectivement, quelqu'un disait que le rôle de Charlie Hebdo, c'était de combattre les symboles. Oui, c'est la première question. Et je vais vous interroger sur le symbole qui est derrière vous, ce personnage-là que vous avez représenté avec les pyramides. Bon, les pyramides, on voit ce que c'est, il n'y a pas de souci. Ce personnage, c'est un personnage blond qui a des yeux verts. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que ce symbole. Et derrière la question, parce que là, vous l'avez représenté du coup, qu'est-ce que vous proposez, parce qu'on fait, je partage relativement votre constat, Campbell, vos références, je les partage. Après, qu'est-ce qu'on fait? Vous suggérez des pistes en disant, ok, il faut créer un nouveau mythe, un nouveau symbole. Et je vois cette image qui me laisse un peu mal à l'aise, je vous cache pas. Donc j'aimerais que vous en expliquiez et que vous proposiez peut-être des pistes de mythes ou de symboles qui pourraient créer ce que vous proposez. Merci. Bon, c'est vaste aujourd'hui. Et je suis obligé d'être court. Et Charlie Hebdo a toujours combattu les symboles. Je ne suis pas un lecteur de Charlie Hebdo. Je l'étais jamais. Ils m'ont même caricaturé à un moment. Mais bon, je n'ai pas fait aucun acte violent là-dessus, parce que ce n'est pas ça le problème. Ça correspond à une idéologie très claire, qui s'est installée en France depuis très longtemps, une matérialiste, qui veut combattre le symbole parce qu'ils pensent, parce qu'ils sont mal informés, je crois, qu'ils sont les obstacles à la liberté et à la réflexion, etc. Ce n'est pas pour autant que je les blâme, puisque j'ai envoyé mes condoléances tout de suite, puisqu'on ne peut pas massacrer des gens parce qu'ils pensent pas comme moi. Enfin, ça je pense que c'est impensable. Enfin, apparemment c'est pensable, mais disons qu'il faut. Donc, et ils sont dans leur combat. Ils sont dans leur combat, et ils sont devenus un symbole de ce combat. C'est, paradoxalement, ils ont, grâce à eux, enfin, grâce aux victimes, la dimension symbolique est revenue. Et ils sont pas, probablement ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ont beaucoup d'idéologie. Je leur blâme pas, mais c'est comme ça. Ça, c'est un point. Et je pense qu'ils ne sont pas conscients d'une chose. C'est que, bien sûr, on peut rire de tout,
Mais il faut savoir comment le faire, sans blesser les croyances d'autrui. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Parce que on peut se moquer de l'islam avec un mufti, pour être clair, avec un prêcheur. On n'a pas besoin d'aller si loin. Parce qu'ils sont en train de provoquer les gens. Selon moi, inutilement. Inutilement. Parce que quand vous entendez ceux qui pensent à musulmans des pays musulmans, et ils sont pas contents. Ils blasphèment, etc. Et surtout qu'on se prenne à leur prophète. Et c'est compréhensible. Et il faut se situer par rapport au contexte. Bon, s'ils peuvent pas le faire, qu'ils le fassent pas. Mais je crois qu'ils n'ont pas tiré toutes les conséquences de ce qui s'est passé il y a une semaine. C'est ce que je pense. C'est tout. Mais ils ont le droit d'exister, et, etc., etc., etc. C'est logique. Mais, comme avant, j'avais expliqué, avant toutes ces choses-là, qu'il s'est trompé de voie, je continue à dire aujourd'hui qu'il se trompe de voie. C'est légitime que je puisse le dire. Mais j'ai rien contre eux personnellement, je le dis tout de suite. Et la deuxième était, par rapport à l'affiche, quel mythe, quel symbole pour la vie? J'ai demandé à des jeunes de dessiner, et des jeunes de 25, 30 ans, une affiche. Ils m'ont donné ça, j'ai dit OK. C'est-à-dire, je trouve que je ne peux pas être moi, le dessinateur de l'affiche. Enfin, dans le sens que mes codes, probablement culturels et autres, plus l'âge, les cheveux qui sont tombés, peuvent peut-être amener à des choses qui ne correspondent pas aujourd'hui. Donc moi, là-dessus, il n'y a aucune intention particulière. Je fais pas la promotion d'une race blonde aux yeux verts. Vous m'avez vu? Bon. Donc, c'était un jeune. Voilà. Qui arrive au bord des pyramides pour la ligne. Pour les jeunes, apparemment, c'est pas choquant. Et pour nous, peut-être un peu plus, je sais rien, mais sincèrement, voilà. Je ne prétends pas, par des affiches comme celle-ci, promouvoir de nouveaux mythes et des symboles. Aucune prétention là-dessus. Enfin, ni moi, ni l'équipe. Que ce soit clair. Parce qu'il faut... Un symbole n'est pas un dessin, simplement. Donc, un symbole, c'est autre chose. Un symbole, c'est quelque chose qui amène à quelque chose d'universel et qui n'est pas inventé simplement. C'est quelque chose qui parle de plusieurs contenus. Et les choses deviennent un symbole. Je sais pas comment expliquer. Mais on peut pas créer le symbole. Moi, au moins, je peux pas. Les choses deviennent des symboles. Un roi s'est mis à donner la justice sous un arbre, dans ce cas, c'est lui, et et l'arbre devient le symbole de la justice. Mais au départ, c'est un arbre qui protégeait son ombre, quelqu'un qui donnait la justice. Mais curieusement, ça devient un symbole. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. En général, tous les gens qui ont créé des symboles, entre guillemets, mettons la République, se sont toujours inspirés d'autres symboles qui ont fonctionné. Et ils les ont raccommodés au jour. C'est ce que je vais vous expliquer. La statue de la République, c'est une réincarnation, entre guillemets, de l'Athéna, de la cité grecque, on va ajouter des chaînes cassées, on va ajouter des éléments, mais c'est Athéna. C'est l'archétype d'Athéna. Moi, je vais pas me permettre de dire, je captais un nouvel archétype. Parce que les archétypes sont déjà là. Je vais pas inventer l'espèce humaine, etc., etc., etc.
Donc, c'est par rapport à la troisième question. Je pense que c'est des actes qui, petit à petit, vont par l'action des gens. Parce que pour qu'un symbole fonctionne, il faut qu'il y ait un cadre affectif. Un cadre de partage. Sinon, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, il faut une transmission affective d'un vécu. Et pas simplement d'une idée. Et à un moment donné, ces vécus partagés par des êtres humains et symbolisés clairement par des gestes, par des images, et bon, ça devient un symbole. Après, comme moi, en tant que chercheur des symboles comparés, des mythes comparés, après je peux dire, ah oui, ça marche parce que ça correspond à tel modèle, et c'est la réminiscence de ceci, etc. Mais les gars qui l'ont fait, les gars qui ont vécu tout ça, à mon avis, n'ont pas trop pioché dans les encyclopédies. Mais dans leur inconscient, dans leur capacité de capter, et à un moment donné, les choses tombent. Donc, la société, par ce qu'elle va faire de ce qu'elle vit, va renouveler ou pas, parce que ces symboles, ces mythes, etc. Parce que nous avons un problème. En symbole, plus ou moins, ça marche. On a 2, 3 statues, bon, etc. Mais des héros, c'est-à-dire des modèles, difficile. Vous comprenez? On est en panne des modèles. On a une panne des modèles. Et quand on a une panne des modèles, c'est très complexe. Et on peut pas créer des modèles de bande dessinée. Enfin, c'est clair, ce que je veux dire. Donc, là, il y a une panne dans l'imaginaire réel. La société doit s'interroger sur ce modèle, sur ces choses. Et c'est un processus qui doit être accompagné. Des spécialistes peuvent aider, mais on ne peut pas créer mécaniquement ce qui doit toucher une population. Vouloir le faire. Chaque fois que quelqu'un essaie de le faire comme ça n'a pas marché. C'est clair. Et en plus, il y a une chose, si vous étudiez le symbolisme, la phénoménologie de la question. Les symboles se mutent, se transforment, les mythes aussi, les héros aussi. Mais bon, c'est toujours le même, mais c'est toujours différent. C'est ça qui est formidable. Contrairement à ce qu'on pense, tout ce qui est dans le sacré, dans le symbolique, n'est pas figé. Il y a une phénoménologie du sacré. Et justement, c'est formidable. Ça prouve que c'est pas quelque chose de cloisonné. Dès qu'on veut mettre des cloisonnements à cette dynamique, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est la déviance. C'est l'ombre de l'archétype. C'est le côté négatif. Parce que vous pouvez pas stopper la vie. Il y a qu'étudier l'histoire de la religion. Vous pensez que le christianisme d'aujourd'hui est le même que celui il y a 1000 ans? Pas du tout. Si un chrétien d'il y a 1000 ans se réveille, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Ne parlons pas d'il y a 2000 ans. Catastrophe. Vous suivez? Et vous pensez que l'islam d'aujourd'hui est exactement le même qu'à l'époque de Mahomet? Il y a que certains qui peuvent le croire. Mais c'est pas comme ça. C'est vraiment pas comme ça. Parce qu'il y a une phénoménologie et une dynamique. C'est la même chose et c'est un tout autre. C'est comme chacun de nous. Moi, je suis le même depuis que je suis né, oui, en partie, mais en même temps, je suis différent. Et je vous assure que vous aussi. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Pendant qu'on va être du côté de la vie, il y a des chances de s'en sortir. Voilà. Ce que je peux répondre à votre vaste question. Parce que ce n'est pas simple. C'est pas simple. Quand Kandinsky a fait le Sacre du Printemps, en 1913, musique, il a créé une rupture par rapport à tous les systèmes des pensées précédents. Et c'est devenu un Stravinsky. Excusez-moi, Stravinsky. Je me suis tombé des peintres à musique ici.
Et ça crée une rupture symbolique avec tout ce qui s'est fait par le passé. Il réintroduit le mythe, il réintroduit le symbole, et il réintroduit une musique autre. Et ça devient le symbole d'une rupture d'une époque qui change. Est-ce qu'il savait exactement que sa musique allait être vraiment le symbole de cette rupture? Non, mais il est devenu. C'est pour ça qu'il faut croire un peu dans l'art. Il faut croire dans les artistes. Il faut croire dans la culture. Je crois ça. Voilà. Alors, je suis en fait, on va dire, assez passionné par l'écologie. Et en fait, on voit actuellement une certaine baisse d'intérêt pour l'écologie. À la fois une baisse et un regain. En fait, c'est un peu par vague. Et on va dire, comment est-ce qu'on pourrait faire pour donner des symboles forts à l'écologie qui soient, on va dire, autres que des symboles pris autre part, en fait. Des symboles qui représentent l'écologie, l'écologisme et tout ce que ça va avec, en fait, la nature par rapport à la culture et tout ça. Voilà, c'était ma question. Vous êtes dur avec moi aujourd'hui. Non, mais c'est légitime. Hein. D'abord, mettons-nous d'accord que l'écologie n'est pas un parti politique, mais une vision du monde. C'est important de le comprendre. Je pense que tous les partis devaient avoir une pensée écologique. C'est pas le cas. Mais je vous dis, parce que sinon c'est pas universel. C'est la terre est à tous, la nature est à tous, donc ça peut pas être le domaine d'un groupe ou d'un intérêt partisan. Ça c'est une parenthèse, mais c'est important parce que les symboles changent. Si c'est un symbole, si ce sont des démarches pour unir les gens dans l'action et quotidienne, parce que l'écologie, à mon avis, il faut la défendre par le quotidien. Je vais m'expliquer. Et pour essayer modestement d'appuyer ça, j'ai créé petites associations comme les Fruits de la Terre pour qu'on puisse apprendre à consommer des choses utiles et aider les paysans qui produisent réellement bien. Pour résumer. Et j'insiste pour que nos membres et non-membres fassent des gestes de cet ordre-là. Parce que je pense que c'est par notre action quotidienne que nous mettrons en place ce type d'idées. Et je pense que chaque achat convenable est un acte symbolique par rapport à un mode de vie. Parce que c'est un mode de vie. Et c'est pas simplement une idéologie. Donc, il faut l'élargir. Il faut l'élargir à une proposition de mode de vie par rapport au respect du vivant et de l'interaction du vivant et de la solidarité. Donc, il nous faut nous clarifier sur des valeurs. Et je pense que le respect et la solidarité est très importante. Et pas simplement faire bio. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, des symboles devront naître à partir de cette mythologisation et de cette pratique au quotidien. Bon, j'ai l'appelé fruits de la terre. Aujourd'hui, vous avez des ruches aussi qui font ça. Et nous les encourageons aussi. Mais tout ça sont des petites pépinières. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cette petite chose, faut pas désespérer. Tout commence petit. Même nous-mêmes. Nous étions tout petits. L'espoir est grand, mais le début est petit. Vous comprenez? Donc, nous devons être très puissants moralement, en confiance, en détermination, et savoir que c'est par le petit que nous allons faire des grandes choses. Donc, il faut peut-être trouver une idée par rapport au petit qui fait des choses grandes. Je sais pas. Mais un peu comme ça. Mais on pourra reparler à un autre moment. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, d'être venu, et j'espère qu'on aura un autre moment pour se retrouver, et dans des meilleures circonstances. Bon, c'était une bonne circonstance. Il faut rendre ce qui apparemment est mauvais en bien. Il faut renverser les choses.
et rester positif, coûte qui coûte. OK? C'est notre vie. Conférence de Fernand Schwartz, philosophe de l'anthropologie, écrivain, jeudi 15 janvier 2015 à Nouvelle Acropole, Paris 5e.